Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La réforme territoriale va-t-elle se transformer en mission impossible pour le gouvernement? Pour fusionner les régions et supprimer les départements, il devra peut-être surmonter l'épreuve d'un congrès ou d'un référendum et la tâche s'annonce compliquée. Un soutien inattendu à la réforme pénale de Christiane Taubira, le sénateur UMP Jean-René Lecerf, c'est spécialiste des questions pénitentiaires. Il est notre invité ce soir et il nous dira pourquoi cette loi n'a rien de laxiste selon lui. Les foyers les plus modestes épargnés par les hausses d'impôts annoncent hier soir du Premier ministre Manuel Valls. 650 000 ménages pourraient sortir de l'impôt grâce aux mesures contenues dans le collectif budgétaire. Cela suffira-t-il à contenir le ras-le-bol fiscal des Français? Débat à suivre dans ce journal. François Hollande veut accélérer la réforme territoriale. L'exécutif réfléchit aux moyens légaux qui permettraient de mener à bien ce projet d'ici à 2015. Mais faut-il modifier la Constitution pour supprimer les départements? Les explications de Julien Chaulin. Manuel Valls voulait simplifier le millefeuille territorial. Résultat, le gouvernement se retrouve face à un casse-tête constitutionnel. Explication: le Premier ministre voudrait supprimer les départements. Problème, ils sont inscrits dans la Constitution. C'est l'article 72. Pour se débarrasser des conseils généraux, Manuel Valls doit donc passer par une révision de la Constitution. Et là, deux options sont possibles. Une ratification par référendum risquée à l'heure où le président atteint des records d'impopularité, ou bien un vote du Congrès qui réunit députés et sénateurs. Là encore, le pari sera difficile à tenir. Le gouvernement ne dispose pas de la majorité des 2/3 nécessaires. Reste une troisième option sur laquelle planchait déjà il y a un mois la ministre en charge de la réforme de l'État. Vous pouvez aussi absorber les départements, en partie par les intercos, par des régions, que sais-je. À ce moment-là, vous n'êtes pas dans une question constitutionnelle. Une option là encore très risquée selon certains juristes. Les choses sont claires. On ne peut pas réduire les compétences d'attribution du Conseil général par une simple loi. Il faut une révision de la Constitution. Pour satisfaire l'engagement de Manuel Valls, il faudra ou bien amadouer les parlementaires, ou bien convaincre les Français. Et on a posé la question au nouvelobs.com à notre partenaire et les internautes ont répondu à cette question. Les Français doivent-ils être consultés par référendum sur la réforme territoriale? Oui à 56%, non à 41% sur 2604 votants. Et la réforme territoriale, ce sera le sujet du dossier du 22h demain soir présenté par Sonia Mabrouk. C'est aujourd'hui le lancement officiel de la campagne pour les élections européennes dans les 28 États membres. Une campagne qui a du mal à décoller et pourtant jamais les candidats au Parlement européen n'ont été aussi nombreux. Nathalie Guilloire. Aucune affiche n'est encore collée sur ces panneaux électoraux. La campagne européenne peine à se mettre en place. Pourtant, cette année, ce ne sont pas les partis qui manquent. Rien qu'en Ile-de-France, 31 listes sont présentes et 193 pour toute la France. À l'évidence, les élections européennes attirent beaucoup plus les élus que les citoyens. 24 listes candidates seront présentes en moyenne par circonscription en France, selon les données du ministère de l'Intérieur publiées aujourd'hui. Les choix sont vastes et originaux. Aux côtés des partis traditionnels, on peut voir le parti pirate européen ou le très insolite Cannabis sans frontières. Alors, pourquoi autant de listes pour ces élections? Les élections européennes ont plusieurs particularités. Il n'y a pas besoin de recueillir des parrainages d'élus pour se présenter. Il n'est pas utile d'être nombreux pour monter une liste. Il faut 9 à 30 candidats selon les circonscriptions. Les candidats n'ont plus de caution financière à verser, et ce depuis 2003. Et pour obtenir un remboursement des frais de campagne, il suffit d'obtenir 3% des suffrages, contrairement aux élections présidentielles, législatives et municipales, où il faut obtenir 5% des voix. Reste maintenant 2 semaines pour motiver les électeurs à une campagne qui a encore du mal à s'afficher. Et pour parler de ces élections européennes, Saveria Rojek nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Saveria. Bonsoir Delphine. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que cette campagne ne passionne pas vraiment les électeurs. Oui, alors c'est aujourd'hui que la campagne est officiellement lancée dans les 28 pays de l'Union. Une campagne qui ne passionne pas, vous l'avez dit. L'abstention pourrait frôler les
80% chez certains de nos voisins européens. C'est énorme. Un sondage Eurobaromètre affirme même que près de 60% des Européens n'ont pas confiance dans l'Union européenne. Pourtant, l'image de l'UE garde un solde légèrement positif. 34% des Européens en ont une bonne image contre 26% d'opinion négative. Alors, du coup, le gouvernement et puis même François Hollande s'est lancé dans la campagne la semaine dernière avec une tribune dans le journal Le Monde et Manuel Valls aussi. Voilà, tout à fait. Et alors ce soir, c'est l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui participe à un meeting à Rezé aux côtés de Martin Schulz, le candidat des sociaux-démocrates à la présidence de la Commission européenne. Et vous l'avez dit, Manuel Valls qui tente également de mobiliser la gauche. Il sera présent pour un meeting à Lille jeudi aux côtés de Martine Aubry, à Barcelone et à Lyon la semaine prochaine. L'idée est de mobiliser un électorat qui s'est fortement abstenu lors des dernières élections municipales. Mais la partie est loin d'être gagnée pour le gouvernement. Les intentions de vote dans les sondages restent alarmantes pour le PS qui le place en 3e position derrière l'UMP et le FN. Merci beaucoup Saveria. On vous retrouve demain pour d'autres informations sur ce scrutin qui se déroulera le 25 mai. Et puis Pierre Moscovici, député socialiste du Doubs et ancien ministre de l'économie, était l'invité de Preuve par 3. L'ancien ministre de l'économie est pressenti pour succéder à Michel Barnier au poste de commissaire européen. Il s'est exprimé sur cette ambition, on l'écoute. Si aujourd'hui je suis intéressé par ces fonctions, c'est pour une raison très simple. C'est parce que c'est en quelque sorte pour... Non, c'est parce que c'est pour moi la poursuite d'une conviction intime qui est que la France et l'Europe ont un destin commun. Et pour ne pas vous cacher un secret, c'est quelque chose dont nous parlions déjà avec François Hollande depuis plusieurs mois, avant même ce remaniement. Moi, je vois ça non pas comme un lot de consolation, mais comme un projet, comme quelque chose qui est pour moi une façon de poursuivre une action publique, une action politique, parce qu'un commissaire est un homme politique, de le faire à un autre niveau en faisant bénéficier et mon pays et l'Europe de l'expérience européenne que j'ai pu acquérir. Et cette émission sera rediffusée ce soir sur l'antenne de Public Sénat à partir de 22h30. Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste du Sénat, veut une loi pour condamner les insultes et les diffamations sur les réseaux sociaux. Pour le sénateur de l'Essonne, l'arsenal législatif en vigueur est inopérant. Les procédures trop longues et peu dissuasives. Jennifer Semet. Thomas est blogueur professionnel. Il voit défiler dans les commentaires de son blog des injures ou des propos diffamatoires. Le constat est clair. Certains internautes se lâchent sous couvert d'anonymat. Un problème que le blogueur choisit de régler par lui-même. Je reçois régulièrement des commentaires négatifs sur mon blog et il est donc de mon devoir de faire en sorte de les supprimer car c'est de ma responsabilité que d'avoir une communauté saine. La plupart des utilisateurs de réseaux sociaux ne connaissent pas les peines encourues en cas de diffamation. Pourtant, ces derniers sont régis par des lois. L'amende peut monter jusqu'à 12 000 € quand il vise une personne privée, mais difficile de s'y retrouver dans la jungle des lois qui s'appliquent à Internet. Est-ce qu'on ne pourrait pas, mais ça je n'en suis pas certaine, faire porter la responsabilité sur celui qui a dit ou celui qui a écrit? Ce serait beaucoup plus simple, au lieu de se dire c'est peut-être l'hébergeur, mais finalement l'hébergeur n'a pratiquement pas de responsabilité, etc., etc. Une simplification que souhaite vivement Jean-Vincent Placé, le patron des écologistes. Lui-même ciblé par des injures sur la toile, il compte déposer une proposition de loi pour que cet espace de liberté ne se transforme pas en zone de non-droit. 24h Sénat, tout de suite l'invité. Et notre invité ce soir, Jean-René Le Serre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur UMP du Nord et vous apportez, c'est assez surprenant, votre soutien au projet de réforme pénale défendu par la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Un projet qualifié de laxiste par la droite. Et pourtant, pour vous, vous êtes d'accord à 90% avec le contenu de ce projet de loi. Expliquez-nous pourquoi. Moi, je voudrais surtout qu'on arrête la langue de bois, si vous voulez, et que les formations politiques républicaines cessent de s'enfoncer dans de fausses querelles, qui sont des querelles d'apparence, puisque la loi Taubira, appelons-la comme ça, elle est dans la droite ligne de la loi pénitentiaire, qui reste de très loin le texte le plus important et le plus novateur sur la politique pénale et sur la politique pénitentiaire, et qu'elle cherche à lui donner effectivement des moyens de mieux se mettre en place. Alors moi je veux bien qu'on qualifie la loi Taubira de laxiste, mais vous savez qu'il y a des points sur lesquels elle est beaucoup plus sécuritaire que la loi pénitentiaire Fillon-Sarkozy. Par exemple, la loi pénitentiaire prévoyait que l'aménagement de peine était la règle jusqu'à 2 années d'incarcération
ou 1 année pour les récidivistes, le projet de loi Taubira prévoit effectivement que l'aménagement de peine n'est plus la règle que jusqu'à 1 an ou 6 mois. Et pour le reste, cette loi n'a rien de révolutionnaire. L'approbation, elle existe déjà par l'intermédiaire du sursis à exécution avec mise à l'épreuve. Et puis j'entends que l'approbation va amener à faire en sorte que toutes les personnes condamnées jusqu'à 5 ans vont échapper à la prison. Il ne faut pas l'avoir lu, le texte, pour dire ça. Simplement, on va effectivement insister sur l'individualisation de la peine. L'individualisation de la peine, cela veut dire qu'effectivement, on supprime les peines planchées, qui n'ont pas été d'ailleurs un succès foudroyant. C'est une des mesures phares contenues dans le texte de Christiane Taubira de supprimer les peines planchées. Bien sûr, mais inversement, on ne rend pas, en l'état actuel des choses, la libération conditionnelle automatique. Il faut être cohérent. On supprime les peines planchées pour laisser effectivement un pouvoir aux magistrats à qui on fait confiance. Il faut également leur faire confiance en fonction de la situation effectivement du délinquant pour décider ou ne pas décider de la libération conditionnelle. Donc tout cela me paraît assez équilibré et je regrette vraiment que sur des problèmes de cette importance, on se soit laissé aller aussi longtemps à des réflexes de caractère politicien. Quand vos collègues UMP disent que Christiane Taubira veut vider les prisons, c'est faux, selon vous? Il y a quand même aussi ce problème de surpopulation carcérale au cœur de ce projet de loi. Pour le moment, elle les a plutôt remplis. Ce que je trouve tout à fait paradoxal, c'est que... On voit ces chiffres, hein, Jean-René Lecerf, derrière vous. En France, il y a 68 859 détenus pour 57 684. Tout à fait, nous sommes quasi à une situation de record. Or, on sait très bien, si vous voulez, que la construction de places de prison, elle a une fin. Il y a eu 13 200 places qui ont été construites à l'issue de ce qu'on appelle le programme Perben-Raffarin. Madame Taubira souhaite créer encore 6 500 places. Des places de prison, ça coûte très cher. Ça impose d'embaucher des personnels de surveillance qui coûtent également très cher. Et donc, on n'a plus les moyens, en la situation financière actuelle de l'État, pour embaucher les conseillers d'insertion et de probation indispensables pour réussir les aménagements de peine et les alternatives à l'incarcération. Donc, il faut trouver une solution qui soit une solution de juste milieu. Et je trouve vraiment que le monde politique s'honorerait en essayant de gérer ces problèmes exclusivement en fonction de considérations d'intérêt général et non pas en considération de l'élection à venir. J'avais lancé une boutade, mais qui va au-delà de la boutade, en disant, supposer que l'on confie par exemple à un groupe de parlementaires de droite et de gauche qui connaissent bien les problèmes de la pénitentiaire. Je citais au Sénat mes amis Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli. Je citais à l'Assemblée, pour la droite, je citais à l'Assemblée Jean-Jacques Urvoas, André Rimbourg ou bien mon collègue Carèche pour la gauche. Je suis sûr que si on nous enfermait pendant 15 jours dans un bureau, on ferait avancer la législation pénale et le droit pénitentiaire beaucoup plus qu'il n'a avancé depuis 10 ans. Alors justement, ici au Sénat, la Commission des lois a commencé ses auditions sur cette réforme pénale. Est-ce que vous pensez que vous allez convaincre vos collègues sénateurs de droite du bien fondé de cette réforme et que le Sénat votera, qu'il y aura une majorité au Sénat pour voter ce texte? Vous savez, mes collègues sénateurs de droite, ils ont voté la loi pénitentiaire. La loi pénitentiaire, elle était beaucoup plus ambitieuse que l'actuelle loi Taubira. La loi pénitentiaire, c'est par exemple la loi qui déclare qu'en matière délictuelle, la prison est l'exception et que l'aménagement de peine est la règle. La loi pénitentiaire, c'est la loi qui créait l'obligation d'activité. La loi pénitentiaire, c'est la loi qui remédiait à l'indignité de la condition des détenus. Et il y a des choses très surprenantes. Dans la loi pénitentiaire, par exemple, il y a l'évocation du sens de la peine. La peine a pour but de sanctionner la personne qui a commis effectivement une infraction, de réparer l'atteinte à la victime, mais également de permettre de réinsérer la personne condamnée pour lui permettre de mener une vie responsable et exempte d'infraction. Lorsque j'avais ajouté cette disposition dans la loi pénitentiaire, la gauche sénatoriale, comme d'ailleurs la droite de l'Assemblée nationale, avait voté contre. Et aujourd'hui, dans la loi Taubira, non seulement on reconnaît ce sens de la peine, mais on vient enrichir ce qui avait été fait dans le cadre de la loi pénitentiaire. Alors cessons effectivement de dire que d'un côté, il y a l'abomination que serait, et la révolution que serait la loi Taubira. Ce n'est ni une abomination, ni une révolution. Et essayons d'avancer d'une manière réfléchie, sensée, comme il convient, je crois, aux parlementaires en général et aux sénateurs en particulier. Alors cette loi Taubira a pour objectif quand même de lutter contre la récidive. Mais aujourd'hui, vous dites que la prison n'est plus la réponse adaptée à certains récidivistes. Écoutez, si les sorties sèches, si le passage obligatoire par la case prison, si l'indignité de la condition des détenus était efficace dans le cadre de la lutte contre la récidive, on le saurait. Or, la réalité, c'est exactement l'inverse. La lutte contre la récidive, eh bien, elle est beaucoup plus efficace lorsque la personne bénéficie d'un aménagement de peine. Elle serait beaucoup plus efficace si on avait de l'encellulement individuel dans les maisons d'arrêt, ce qui malheureusement est impossible. Elle serait beaucoup plus efficace si on se donnait enfin la peine de lutter contre l'oisiveté en milieu carcéral, en faisant en sorte que l'obligation d'activité
mise en place par la loi pénitentiaire soit réellement d'actualité dans les prisons de la République, ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette loi, notamment on ne sait pas si ces peines de probation vont concerner les crimes ou les délits. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce soir ? Écoutez, je pense effectivement qu'il faut être raisonnable. C'est-à-dire que lorsque la loi pénitentiaire déclarait que la prison était l'exception, ça ne concernait pas les crimes, ça concernait les délits. Mais l'immense majorité des personnes incarcérées sont incarcérées, et heureusement, pour délits et pas pour crimes. Donc je pense effectivement que la probation, si elle concernait les délits, ce serait déjà largement suffisant, et ce serait une avancée importante de pouvoir aller effectivement jusqu'à 5 ans dans une peine qui ne présente pas à côté d'elle l'épée de Damoclès de la prison. Parce qu'en fait, la seule différence entre la probation de demain et puis le sursis exécution avec mise à l'épreuve d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, si vous ne répondez pas aux conditions du sursis, eh bien, vous passez à la case prison, tandis que si demain, vous ne respectez pas les obligations ou les interdictions de la probation, eh bien, le juge devra se réinterroger sur la possibilité de votre incarcération. Une dernière question rapidement, Jean-René Le Cerf, sur la personnalité de Christiane Taubira. Elle est récemment au cœur d'une polémique. Elle n'a pas chanté la Marseillaise. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'elle a eu tort. Je pense que Madame Taubira a beaucoup de qualités. Madame Taubira est une personne courageuse. Madame Taubira est une personne qui connaît très bien les problèmes liés à la justice. Parfois, elle a un instinct provocateur qu'elle devrait parfois réfréner quelque peu. Merci beaucoup Jean-René Le Cerf d'avoir été l'invité de ce 24 heures Sénat. Et en pleine mobilisation internationale pour sauver les lycéennes enlevées au Nigeria, Boko Haram a diffusé une nouvelle vidéo dans laquelle on voit une centaine de jeunes femmes présentées comme les lycéennes kidnappées. Elles ont été filmées lors d'une prière collective et elles ont été converties à l'islam. Alors pour François Hollande, on ne doit pas discuter avec ces groupes, on doit les combattre. Le chef de l'État qui demande aux États-Unis et à la Grande-Bretagne de participer samedi à Paris au sommet pour coordonner la lutte contre ce groupe islamiste. Et puis je vous propose d'écouter la réaction de Brigitte Gontier-Morin, c'est la sénatrice communiste des Hauts-de-Seine qui est aussi au Sénat, présidente de la délégation aux droits des femmes. Elle a réagi au micro de Camilla Campuzano. Je suis plongée dans un sentiment d'horreur, d'indignation, mais de colère. Je crois que tout doit être mis en œuvre pour retrouver ces jeunes filles. Il faudra de la réparation pour elles et il faudra que ces actes ne restent pas impunis. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Des réductions d'impôts dès 2014 pour les bas revenus, annonce hier du Premier ministre Manuel Valls. 650 000 ménages modestes vont sortir de l'impôt. On va en parler dans un instant avec nos invités. Mais avant cela, voyez la place qu'occupe l'impôt sur le revenu dans les recettes de l'État avec Flora Sauvage. Rapport à nos voisins, l'impôt sur le revenu pèse peu dans l'ensemble des recettes publiques. En 2013, la taxe sur la valeur ajoutée compte pour près de la moitié, avec 47%. 24% seulement des recettes fiscales de l'État proviennent de l'impôt sur le revenu. Arrive ensuite l'impôt sur les sociétés, les autres recettes fiscales, puis la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Les ressources de l'État sont dans leur très grande majorité des prélèvements obligatoires. Mais certains de ces prélèvements ne profitent pas directement à l'État. Exemple avec la taxe foncière et la taxe d'habitation qui bénéficient aux collectivités locales, ou la contribution sociale généralisée qui va à la sécurité sociale. La faible part des recettes fiscales profitant à l'État est atypique parmi les pays de l'Union européenne. Cela tient à l'importance que l'on accorde à notre système de protection sociale. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. Franck Alizio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des jeunes actifs de l'UMP. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous également ce soir, Michel Berson, vous êtes sénateur socialiste de l'Essonne. Merci d'être avec nous. Alors, on a vu cette annonce de Manuel Valls hier qui propose de sortir 650 000 ménages de l'impôt. Ça sera grâce à une mesure contenue dans le collectif budgétaire de juin. Michel Berson, est-ce que c'est encore un signe de l'instabilité fiscale qui règne en France? Non, ce n'est pas un signe d'instabilité fiscale, c'est un signe de justice fiscale. Le gouvernement Fillon avait pris une mesure, celle de ne pas actualiser le barème de l'impôt. 2% d'inflation en 2012, 1% en 2013, ça fait 3%. Donc il y a mécaniquement 650 000 au moins, vraisemblablement plus, mais au moins
650 000 familles qui sont entrées dans l'impôt alors qu'elles n'auraient pas dû y entrer. Et donc la mesure annoncée par le Premier ministre, qui va tout à fait dans le sens de ce qu'a annoncé le Président de la République avec le plan de stabilisation, eh bien, c'est de rendre justice à ces contribuables et de faire en sorte qu'ils ne payent plus d'impôts. Ils ont payé l'impôt en 2012, ils l'ont payé en 2013, ou plus exactement en 2013 et en 2014, parce que les effets des mesures, c'est toujours à N+1, eh bien, ces familles ne paieront plus d'impôts dès cette année, puisque la mesure sera prise... Et ce sont ces 650 000 foyers, selon vous, qui ont sanctionné la gauche dans les urnes lors des dernières Ils ont certainement exprimé leur mécontentement, leur Ils ont dû insatisfaction. sanctionner la droite, si on écoute votre raisonnement. Ils l'ont sanctionné en élisant le président de la République, François Hollande, incontestablement, puisqu'ils ont durement subi ces mesures, prises en 2011, quelque chose comme une vingtaine de milliards d'euros, et plus en 2013 avec un effet retard d'une dizaine de milliards, ce qui fait à peu près 30 milliards en 2 ans, ça fait beaucoup. Alors vous me direz, mais le gouvernement de gauche, face aux dettes et aux déficits colossaux dont nous avons hérité, ont été obligés de prendre de nouvelles mesures fiscales, ce qui a été le cas, mais là ça fait beaucoup. Les mesures Fillon, plus celles qui ont été prises dans la foulée de l'élection présidentielle, c'est trop, et donc il faut maintenant rétablir un certain équilibre. Franck Alizio, on a entendu dans le reportage de Flora Sauvage, finalement il y a peu de Français qui payent l'impôt sur le revenu. On se souvient qu'à l'automne vous aviez lancé avec d'autres trentenaires de l'UMP une pétition pour supprimer cet impôt sur le revenu. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Tout à fait, c'est toujours d'actualité. L'idée c'est que l'UMP considère qu'il faut réduire de 10% les dépenses publiques, ces 130 milliards, pour véritablement revenir à la moyenne européenne, c'est-à-dire à peu près la moitié du PIB, la moitié de la richesse intérieure qui est consommée par les dépenses publiques. Sur ces 130 milliards, il y aurait la moitié qui serait en baisse des impôts. Ce que nous proposons en tant que trentenaire à l'UMP, c'est de carrément cibler cette baisse sur 5 ans d'impôts sur l'impôt sur le revenu et donc tout simplement supprimer l'impôt sur le revenu qui de toute manière est devenu une passoire, est devenu un gruyère. Aujourd'hui, avec un bon conseiller financier, les plus riches échappent à l'impôt sur le revenu. Donc là, ce qui est fait là, c'est très bien. Alors, c'est pas Valls qui retire les 650 foyers modestes qu'avait ajouté Fillon. C'est pas du tout ça. C'est autant Hérault que Fillon, voire plus Hérault, qui a fait intégrer ces 650 000 foyers. Tant mieux pour eux. On a envie de dire, et les autres? Et les classes moyennes, et les jeunes actifs, et tous les autres. L'idée, c'est que à travers ça, je crois que on monte à 1,3 SMIC. Ça veut dire qu'au-dessus de 1473 euros qu'on gagne par mois, on est aisé, on n'a pas besoin. Non, c'est tout le monde qui a besoin que cette chape de plomb fiscale saute, parce que pendant ce temps, on ne fait pas de vraie réforme des retraites, mais on gèle les retraites. Pendant ce temps, on ne fait pas de vraie réforme de l'État, de la fonction publique, et on gèle les traitements des fonctionnaires. Pendant ce temps, la France continue à avoir le record quasiment mondial de prélèvements obligatoires et le record au moins européen de dépenses publiques. C'est ça la réalité. Alors, évidemment, là, il y a un petit coup de com' qui essaie, comme on a essayé de faire le coup de com' du changement de cap de Hollande pour sauver les meubles, et ça n'a pas marché au municipal, là on essaie la baisse des impôts pour sauver les meubles aux européennes. On va dire qu'un mensonge chasse l'autre. Ouais, Michel Berson, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de supprimer l'impôt sur le revenu? On a entendu Franck Alizio qui parle de passoire. Moi je ne connais qu'un seul parti en France qui depuis des années et des années demande la suppression de l'impôt sur le revenu, c'est le Front National. Voilà. Bon. Ça fait 10 ans qu'on ne propose plus. Maintenant, Marine Le Pen est sur les thèses de votre allié Mélenchon. L'impôt sur le revenu est un impôt progressif, donc c'est un impôt progressiste. Plus on gagne de l'argent et plus on est imposé. C'est ça. Je dirais. Aujourd'hui, ce que disait Franck Alizio, c'est qu'avec un bon conseiller fiscal, on peut toujours s'en sortir. Mais c'est vrai pour tous les impôts. C'est vrai pour la TVA, c'est vrai pour l'impôt sur les sociétés, c'est vrai pour l'impôt sur le revenu. Le champion des niches fiscales, c'est l'impôt sur le revenu. Et donc, les champions de celui qui a inventé les niches fiscales, voilà, je ne vais pas être à nouveau. Même Jean-Marc Ayrault était d'accord avec nous, puisqu'il voulait faire un Big Bang fiscal et remettre tout à plat. Où elle en est cette réforme?
Le Big Bang fiscal, le Big Bang fiscal, c'est ici et maintenant, aujourd'hui. Il y a 650 000 familles qui, injustement, payent des impôts depuis 2 ans parce qu'une mesure a été prise par M. Fillon. Cette mesure-là doit être immédiatement abolie. Ce qui va être le cas dans quelques semaines, et par conséquent, c'est avec un effet dès 2014. Et puis ensuite, je veux dire, la réflexion, je dirais, est en cours. Et il est bien évident qu'on va continuer sur cette lancée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut prendre un certain nombre de mesures budgétaires et fiscales qui sont indispensables face aux dettes et face au déficit public. Mais il faut que les mesures prises soient économiquement efficaces et socialement justes. La mesure qui est prise, celle-là, plus d'autres... Est-ce que les Français comprennent bien, puisqu'on se souvient de cette expression un peu malheureuse de ras-le-bol fiscal. On sent bien que les Français en ont marre de payer des impôts, mais qui ne comprennent pas toujours très bien à quoi servent exactement. Ceux qui gagnent 1,3 fois le SMIC payent des impôts, alors que ce n'était pas le cas il y a 2 ans. C'est profondément injuste. Il faut d'abord corriger les injustices les plus grandes, et puis parallèlement s'attaquer effectivement à un certain nombre de réformes plus structurelles, plus fondamentales. Mais il est urgent de prendre ces mesures parce que effectivement les Françaises et les Français de conditions modestes, les petits retraités, les familles nombreuses, je dirais, expriment, vous avez repris l'expression qui a été lancée par d'autres, une sorte de ras-le-bol fiscal. C'est vrai, c'est trop. Et par conséquent, le président de la République a lancé, je dirais, un certain nombre d'axes. Le Premier ministre fonde ses décisions sur ces axes qui sont des axes de justice sociale à travers d'une justice fiscale. Les réformes structurelles, il fallait les faire tout de suite. Le quinquennat est fait pour ça, le mandat de François Hollande est fait pour ça. Matteo Renzi, par exemple, il arrive en Italie, il fait tout de suite, le président du Conseil italien, il fait tout de suite les réformes structurelles. C'est le modèle, paraît-il, de Valls. Non, mais le modèle de Valls ne retient que la com chez Matteo Renzi. Matteo Renzi s'attaque à la réforme de la fonction publique. Et c'est l'Italie, c'est le pays qui est considéré comme encore plus irréformable que la France. Pourquoi on ne s'attaque pas? On a plus de 5 millions de fonctionnaires. L'Allemagne fonctionne de la même manière, mutatis mutandis, avec 1 million de fonctionnaires en moins. C'est-à-dire que si la France fonctionnait comme... territoriale, eh bien, le gouvernement va s'attaquer à ce problème. Mais la réforme territoriale qu'on nous annonce est très 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 proche de celle que la gauche avait annulée en arrivant, qui était celle de Nicolas Sarkozy. Sur le conseil territorial notamment. Il y aurait quand même certainement une réduction du nombre de fonctionnaires liée à la suppression des départements. Va dans le sens. Encore faut-il qu'elle se réalise. Encore faut-il qu'elle se réalise. Parce que pour l'instant, on a toute une série d'effets d'annonce. Attendez que les corporatismes de la gauche se réveillent. On va voir ce qui restera de cette réforme. Michel Berson, ça va peut-être quand même peser aussi sur les classes moyennes, eh bien, de faire sortir ces 650 000 foyers modestes de l'imposition. Et il faut s'attendre à ce que des personnes... Ce que les uns ne vont pas payer, les autres ne vont pas le payer. Mais il y aura quand même aussi un effet cumulé d'autres mesures sur la baisse du quotient familial, par exemple, la prise en charge de la mutuelle dans la cotisation patronale. Il n'y a pas un transfert d'impôts des classes les plus modestes vers les couches moyennes. Pas du tout. Pas du tout, puisque la mesure qui est annoncée, qui va concerner à peu près 650 000 personnes, et qui va coûter aux alentours de 500-600 millions, qui est l'estimation la plus basse, si le chiffre est de 650 000. Mais il est vraisemblablement supérieur. Il y aura quand même des contribuables qui auront une surprise sur leur feuille d'impôt dans les prochains mois. Cette mesure sera financée par un contrôle fiscal beaucoup plus fort, notamment des Françaises et des Français qui ont des biens à l'étranger et qui ne sont pas en règle avec la législation française. Et c'est avec, je dirais, un contrôle beaucoup plus fin, beaucoup plus pertinent que l'on va pouvoir financer cette mesure. Donc, il n'est pas question de faire supporter la charge de cette mesure. Merci Michel Berson. On vous réinvitera, on aura l'occasion bien de voir si ce contrôle fiscal sur les biens à l'étranger a bien fonctionné. C'est la fin de cette édition. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous téléspectateurs de l'avoir suivi. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.